Merci pour cette très belle prestation. Mesdames et messieurs, ce que nous imaginons aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Et parfois, cette transformation commence là où on ne regarde pas encore. Notre prochain intervenant, maître de conférence, explore justement ces possibilités invisibles, où la science et l'innovation repoussent les limites de la création. J'ai le plaisir de vous présenter Hussein Salim. Alors, des centaines de milliers de personnes s'inscrivent tous les jours dans les listes de donneurs d'organes. Et ce pour des organes vitaux comme les reins, le cœur ou le foie. Ceci dit, il n'y a pas assez d'organes pour répondre à toute cette demande. Donc, pour ce faire, imaginons qu'au lieu d'attendre, nous puissions créer des organes personnalisés à chacun d'entre eux. C'est le principe de ce qu'on appelle le bioprinting, un principe de la médecine régénérative. Alors au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore créer des organes 100% fonctionnels, mais on peut tout de même créer des vaisseaux sanguins, on peut créer des canaux qui permettent de faire circuler les nutriments et les déchets à l'intérieur du corps humain. Donc le bioprinting, c'est un petit peu comme le 3D printing, l'impression 3D. Sauf que l'impression 3D repose sur des matériaux type plastique ou céramique et on vient construire pas à pas un objet 3D. Pour le bioprinting, c'est différent. Nous utilisons un autre matériau, ce que nous appelons le bio-ink. Alors ce bio-ink, il est constitué de petites molécules regorgées d'eau qu'on appelle des hydrogènes. Quand ces hydrogènes sont mélangés à vos propres cellules et à une petite substance chimique, ça permet aux cellules de se multiplier. Alors il y a des cellules simples, il y a des cellules multiples en fonction de la complexité du tissu que l'on veut fabriquer. Alors prenons l'exemple du cartilage du ménisque. Donc le ménisque, il empêche le frottement entre l'os du fémur et du tibia. Donc il est composé de chondrocytes. Donc on a besoin d'une assez grosse quantité de chondrocytes pour pouvoir fabriquer le bio-ink. Donc on prélève ces chondrocytes de vos propres tissus. Et ensuite on fait le mélange pour reconcevoir le bio-ink. Comme ça il y a moins de risques que le ménisque puisse être rejeté par le corps humain. Alors il y a différentes méthodes de bioprinting. La plus connue c'est le bioprinting par extrusion. Donc nous avons le bio-ink qui vient dans une buse de 400 microns. Et puis en sortie, nous avons un filament d'une épaisseur d'à peu près 1 angle. Ce filament vient se déposer sur une surface plate ou dans un liquide pour que les tissus puissent se stabiliser. Donc une fois que les tissus sont stabilisés, il va falloir utiliser des écrans UV ou quelque chose pour pouvoir les fabriquer. Alors cette impression 3D, elle est très rapide. Au bout de 30 minutes, nous pouvons refabriquer un cartilage du corps humain. Donc pour la stabilisation, nous avons les lampes UV, des procédés chimiques ou des procédés physiques. Donc une fois que la fabrication a bien été faite, ces cellules synthétiques se comportent exactement de la même façon que vos propres cellules. C'est-à-dire qu'elles peuvent communiquer entre elles, échanger des nutriments entre elles et se propager. Alors vous allez me dire, la théorie elle est très intéressante, mais est-ce que nous avons les équipements qui nous permettent de faire ce type de recherche? La réponse est oui, et même dans l'endroit où on se trouve aujourd'hui, à l'ENSAM de Rabat. Donc à l'ENSAM, nous avons une chaîne numérique complète de procédés de fabrication additive, avec 5 technologies différentes. Nous avons ce qu'on appelle le Selective Laser Sintering et Selective Laser Melting, la fabrication sur lit de poudre pour fabriquer des matériaux plastiques ou des métaux. Nous avons le Material Jetting ou le Binder Jetting, le jet de liant ou le jet de matériaux. Et puis nous avons des imprimantes 3D de différentes dimensions, des petites et des plus grandes, en fonction du besoin. Mais nous avons également quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est que nous avons une chaîne
numérique complète. Donc nous pouvons partir du scan d'une pièce au logiciel de conception de la pièce, à la fabrication, puis à la finition. Par exemple, Madame l'animatrice, nous pouvons en faire des copies. Il suffit qu'elle vienne en laboratoire, on peut la scanner avec le scanner 3D que vous voyez au milieu, on intègre sa forme au sein du logiciel, on peut modifier le volume ou la fabrication pour gagner du temps, et puis on peut en fabriquer plusieurs modèles. Ceci dit, après la fabrication, nous avons besoin de finir le prototype. Donc pour la finition, nous avons un parc de parachèvement. Donc nous avons des fours de détentionnement qui permettent d'enlever les contraintes résiduelles au sein du prototype. Nous avons des bacs ultrasons pour dissoudre les supports d'impression internes et externes. Et puis nous avons des microbieuses et des sableuses qui viennent attaquer la surface extérieure pour polir la surface. Donc, autre question que vous pouvez vous poser, c'est que, très bien, vous avez les équipements. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, l'image qui va suivre, âme sensible s'abstenir, elle est un petit peu choquante. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs projets, dont celui-là. Alors cette âme, qu'on va appeler cette grand-mère, elle a subi un cancer de la peau qui a obligé le docteur à obstruer son nez. Donc nous avons cherché à fabriquer une prothèse nasale en utilisant les équipements dont nous disposons ici dans cette école. Donc nous avons commencé par une prise d'empreinte. Donc nous avons pris l'empreinte, ensuite nous avons scanné cette empreinte pour avoir les dimensions de son nez. Donc, une fois que le scan a été fait, nous allons utiliser les logiciels de conception assistée par ordinateur dont nous disposons pour reconcevoir un nez. Une fois que la conception est faite, nous allons devoir faire un proof of concept. Nous devons vérifier que le nez correspond aux attentes de notre grand-mère. Donc, pour le proof of concept, on le fait simplement avec une petite imprimante 3D en plastique. Ensuite, nous vérifions que les dimensions sont bonnes et que la forme du nez correspond bien. Mais on ne va pas laisser ce nez en plastique tout jaune au centre du visage de la grand-mère. Donc nous devons utiliser un autre matériau, du silicone, qui se rapproche un petit peu plus à la peau. Mais pour le silicone, on ne peut pas l'utiliser avec les imprimantes dont on dispose. Donc nous devons fabriquer un moule dans lequel nous allons injecter du silicone. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc la fabrication du moule, ensuite l'injection, donc nous avons utilisé le procédé que nous avons vu tout à l'heure de la fabrication sur lait de poudre avec le SLS, et puis nous avons injecté le silicone à l'intérieur des moules et le résultat est le suivant. Donc là vous allez me dire ça ne correspond pas vraiment au teint de la grand-mère, donc nous avons simplement refait un coup de peinture sur le nez pour correspondre exactement au nez de notre grand-mère et voici le résultat de avant-après. Donc nous avons travaillé sur plusieurs projets de la sorte. Par exemple, en suivant le même principe, une autre personne avait perdu une partie de son globe d'oreille. Donc pour ce faire, même principe. Donc nous avons scanné l'oreille qui lui est restée. Nous l'avons intégré au logiciel, nous avons fabriqué un proof of concept en plastique, nous l'avons testé sur son globe d'oreille, ça fonctionnait bien, fabrication du moule, injection du silicone, coup de peinture, et voici le résultat avant, après. Après, il y a eu des applications où on ne pouvait pas simplement utiliser le scanner 3D et faire des copies. Par exemple, donc en collaboration avec l'INSA de Lyon, nous devions reproduire un bassin et un crâne. Donc pour le bassin et le crâne, je ne peux pas simplement faire un scan, parce qu'il y a la peau, il y a les cheveux, il y a la barbe, il y a pas mal de choses. Donc pour ce faire, nous nous sommes basés simplement sur des images radio. Donc pour le bassin, nous avons fait une reconception avec le logiciel 3D Slicer et nous sommes parvenus à reconstruire le bassin de ce patient.
Donc, même principe pour le crâne. Donc, à partir des images radio, reconception et puis refabrication du crâne du patient. Donc, il y a eu plusieurs success stories. Par exemple, comme l'exemple que nous avons vu tout à l'heure avec le ménisque. Il y a eu également des organes qui ont pu être intégrés dans la vessie d'un patient. Il y a même pour un rat un tissu qui a permis de relancer les tissus faciaux d'un rat. Et puis il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur le fait de relancer des organes. Pour l'instant, on peut fabriquer des tissus pulmonaires, on peut refabriquer des organes en miniature semi-fonctionnels, mais on ne peut pas encore fabriquer un organe à proprement dit. Pourquoi? À cause, bien sûr, de la complexité de l'extrusion du bioprinting, à cause du diamètre d'impression et de la pression qui est faite, qui risque de détruire les organes. Mais ceci dit, je pense que vous voyez bien qu'il y a des perspectives très intéressantes dans ce domaine. Ces perspectives peuvent sauver plusieurs vies. Imaginons, par exemple, que dans les prochaines années, nous puissions avoir des capteurs intégrés à nos organes. Imaginons que si chacun d'entre vous a un cancer ou quelque chose et qu'il puisse changer son organe très rapidement, à volonté. Imaginons que les pompiers puissent avoir une peau inflammable, ou n'importe lequel d'entre nous. Et puis je laisserai libre cours à votre imagination pour penser les différentes possibilités offertes par le bioprinting. Ceci dit, est-ce que n'importe qui peut utiliser ces technologies? Et quelle serait la durée de vie des humains? Plusieurs questions se posent, je vous laisserai débattre et y répondre. Merci.